Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec le guide officiel Ariel Assaf, guide officiel de Midreshet Juda Manito. Encore une fois, un sujet particulier. Je vais nous parler des Aliyot oubliés, Bechavod. Ok, juste un petit instant. Et bien, alors bonjour à tous et à toutes. Et on veut donc parler pour cette dernière conférence de la série là, avant les grandes vacances. On veut parler des Aliyot oubliés. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi, ce que je sous-entends par Aliyot oubliés et pourquoi j'ai voulu en parler dans cette conférence. Donc, on va brancher le partager l'écran. Et voilà. Et encore là-haut. Bien. Donc, on va parler des Aliyot oubliés. Le titre que vous avez en hébreu, Aliyot, Abilti Nisparot, les Aliyot qui ne sont pas comptés, qu'on n'a pas compté dans les Aliyot. Et je vais expliquer pourquoi. L'idée m'en est venue quand j'étais au Mont Herzl. Vous voyez à gauche le logo du Har Herzl, à droite l'Alliance israélite universelle, Kol Israël Chaverim. Et ils ont fait une petite exposition sur ces Aliyot qui ne sont pas comptés dans l'histoire du sionisme. Et je me dis ça, il faudrait en faire une conférence parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas et qui demande à être connu. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on est effectivement maintenant dans les 3 semaines, Ben Hametzarim, entre Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av. Il y a une photo là, pour ceux qui connaissent, à gauche, les plages de Cannes, et à droite, vous voyez 2 personnes en train de prier assises devant le cotel à Tisha B'Av. Et donc, ça, c'est une autre raison, c'est-à-dire que l'histoire de parler des Aliyot qui ont été oubliés, j'ai eu cette idée en voyant cette mini-exposition au Har Herzl. Et le fait d'en parler, parce que c'est Ben Hametzarim, parce que c'est les 3 semaines où on pleure la destruction du Beth Amikdash, mais il faut comprendre que quand on pleure la destruction du Beth Amikdash, on pleure la fête de notre, on pleure la fin de notre indépendance, le fait qu'on soit parti en exil, et donc on prie pour le retour. Et quand on va lire les keynotes de Tisha B'Av, j'espère que ça n'aura plus besoin de les lire, mais si on a besoin de les lire, alors les chants de Rabbi Yehuda Halevi qui nous parlent de quel amour il attend de rentrer en Eretz Israël. Alors, ça, c'est le thème de ces fameuses 3 semaines. Et il y a quelques années, je l'ai déjà dit une fois dans une des conférences, j'étais pour Tisha B'Av à Cannes. Mon père venait de subir une opération chirurgicale et il y avait notre fils Aviezer qui était là-bas. Et à la fin de la prière de Tisha B'Av, Aviezer me demande « Papa, pourquoi ils sont tous assis par terre ?» Alors, Aviezer avait quand même 16 ans ou 17 ans. Donc, je dis, je n'ai pas très bien compris le sens de sa question. Et je lui ai répondu, tu comprends, c'est Tisha B'Av, on pleure la destruction du Beth Amikdash. Alors, on est triste, alors on est par terre. Et alors, il a eu cette réponse d'un sabresse, une réponse tellement israélienne, tellement directe. Il m'a dit, OK, je comprends, quand on est en Eretz Israël, on pleure que le Beth Amikdash est détruit, mais quand on est en France, il n'y a qu'à prendre l'avion et au moins, dans le premier stade, venir en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils foutent là par terre en France? Alors ça, c'était le déclic aussi. On est tellement bon à pleurer la destruction, à continuer à pleurer, à supplier Dieu de nous ramener un jour en Eretz Israël, mais de prendre un billet d'avion qui serait peut-être la solution, on l'oublie un petit peu. Alors, je pense que pendant ces 3 semaines de Ben Hametzarim, ça doit être le thème principal, le thème d'encourager la Aliyah, de comprendre pourquoi, de revenir à la maison. Et la deuxième chose, le deuxième déclencheur, c'était la semaine dernière, quand je reçois sur un WhatsApp de prof français, où je suis membre du WhatsApp, et vous voyez à gauche le message qui passe sur le WhatsApp, les résultats des lycées juifs du bac 2022 et une moisson de mentions pour l'école juive. Et regardez ce qui est marqué en dessous. Les résultats viennent à peine de tomber. Un grand cru 2022 avec cette année encore une belle moisson de mentions. Juste la dernière phrase, l'école juive est avant tout une grande famille qui prépare les enfants aux défis de demain. Et là, je me pose une question. Et vous voyez à droite la réponse que j'ai mis, le post que j'ai mis sur ce groupe. Bravo à tous et à toutes, puisqu'il s'agit de profs qui ont droit à être crédités pour cette moisson de mentions. Mais il me manque une rubrique à ce magnifique palmarès. Combien d'entre eux poursuivront leurs études en Eretz? Ici se trouve l'avenir du peuple juif et donc le leur. Préparer au défi de demain, c'est bien.
Mais il faut préparer à l'Aliyah, il faut préparer à venir à faire partie du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, elle ne se passe plus en France ou en Amérique, même pas en Ukraine, elle se passe en Eretz Israël. Et donc, je pense que cette période de Ben Azmanim est là pour qu'on puisse réfléchir à ce problème qu'on met un peu de côté des poètes pendant toute l'année. Et c'est pour ça que je voulais parler de la Aliyah, mais surtout des Aliyot qu'on a oubliés un petit peu dans l'histoire du sionisme. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle, ça c'est un texte de la Gemara qui raconte qu'après la destruction du Beth Amikdash, il y avait énormément de Juifs qui ne pouvaient plus boire de vin ou manger de la viande en disant il n'y a plus de sacrifice à Jérusalem au temple, comment peut-on continuer à boire du vin qui était offert en libation sur le Misbéar, sur l'autel, comment peut-on manger de la viande quand on n'offre plus de sacrifice à Dieu? Et la réponse qui est donnée dans la Gemara est on ne peut pas arrêter de vivre complètement, mais il faut se rappeler continuellement. C'est pour ça que quand on construit une maison, on laisse un amas sur un coin face à l'entrée où on ne peint pas la maison pour se rappeler que le Beth Amikdash est détruit. On met de la cendre sur le front des Khatanim, etc. La Kala ne met pas tous ses bijoux. Et on essaie de se rappeler, et encore plus, bien sûr, dans ces 3 semaines, le fait qu'on n'est pas encore revenu. Quand on est revenu en Eretz Israël, on n'a pas encore fini le programme. Il y a encore à ramener tous les exilés, à reconstruire le Beth Amikdash, à ramener le Sanhedrin. On a encore beaucoup d'étapes devant nous, même si on est déjà bien avancé. Alors, voilà le problème. Le problème, c'est que si vous ouvrez n'importe quel site d'Internet sur les Aliyot, sur le retour en Israël à l'époque du sionisme, on nous parle de 4 Aliyot. La première Aliyah en 1881-82, la seconde Aliyah à partir de 1904 jusqu'à la Première Guerre mondiale, et après 2 Aliyot entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et puis une 5e. Mais je me rappelle quand on a inauguré la ville d'Immanuel dans le Shomron, il y avait un panneau, Abraham monte en Israël il y a 4000 ans, Yoshua arrive en Israël il y a 3400 ans, Ezra arrive et Maïmonide arrive et Ramban arrive, et puis on a comme ça toutes sortes de Aliyot, et puis après 1882, première Aliyah. Alors oui, il y a un petit problème, c'est quoi la première Aliyah? Si tellement d'Aliyot ont précédé les Aliyot du sionisme, mais effectivement, le sionisme un petit peu a oublié de compter les Aliyot qui ont précédé le mouvement sioniste. À part peut-être la première Aliyah, qui est une Aliyah qui a précédé le mouvement sioniste, puisqu'il s'agit de 1881-82, quand Herzl n'a pas encore réuni son congrès sioniste de 1897. On est encore une quinzaine d'années avant l'épopée de Herzl, mais la première Aliyah, on a récupéré cette Aliyah de 1882 dans l'histoire du sionisme. Par contre, on a oublié toutes les Aliyot qui étaient avant. Et qui est monté avant? Mais il s'avère que beaucoup de monde est monté avant. Alors, si on fait un petit tour dans l'histoire, je ne veux pas parler des Aliyot qui, tout au long de l'histoire, des personnages à titre individuel sont rentrés en Eretz Israël, que ce soit du monde séfarade, comme à droite, le Rav Rabbi Chaim Ben Attar, qui vient du Maroc au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou que ce soit à gauche Rabbi Meir de Rothenburg, qui lui n'est pas arrivé, mais qui a pris le chemin d'Eretz Israël à l'époque des croisades au XIIIe siècle, mais qui a été arrêté en route et interné à Enzisheim, ou juste à une époque plus proche de nous, peut-être le Ramchal ou Rav Sharabi du Yémen. Il y a toujours eu des grands personnages qui sont venus de toutes les galouillottes, de tous les exils vers Israël, mais je veux parler des aliotes de groupe. Donc on va laisser, j'ai juste mentionné ça pour dire que ce n'est pas de ça que je veux parler. Je ne veux pas parler des individus qui sont en train d'être Israël, ça y a toujours eu, je veux parler des groupes. Et je ne veux pas non plus parler des groupes qui sont venus dans des temps plus anciens, comme la Aliyah des 300 rabbins à l'époque de la croisade, ou la Aliyah qui est venue des rabbins d'Espagne après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Je veux me concentrer sur l'Aliyot dans le siècle qui a précédé l'histoire du sionisme, qui a permis en fait l'histoire du sionisme. Donc la première, pardon, là c'est encore une Aliyah dont je ne veux pas parler. C'est l'Aliyah de Rabbi Yehuda Chassid qui vient en 1700 avec une caravane de 1000 olim, c'est énorme, d'Europe de l'Est. Il va construire un Beth Knesset qui plus tard portera le nom Rabbi Churvat, Rabbi Yehuda Chassid. C'est une très grande Aliyah, une caravane de plus de 1000 personnes qui arrive en 1700. Mais de nouveau, on est encore trop en avant dans l'histoire. Je veux me rapprocher de l'histoire du sionisme. Alors,
si on veut se rapprocher de l'histoire du sionisme et prendre des aliotes qui ont déjà un impact sur l'histoire du sionisme, il faut parler de deux grands aliotes. La première de 1877, qui est l'Alia des Chassidim, les élèves du Baal Shem Tov. Son beau-frère, Rabbi Gershon Mikitov, était déjà venu, mais il y a une alia qui vient en 1877 avec Rabbi Meir de Parmishlan, avec Rabbi Nachman de Horodenka, dont vous voyez la tombe à droite, sa tombe à Tibériade, et 30 ans plus tard, l'alia des élèves du Gaon de Vilna, qui arrive aussi essentiellement vers Tzfat et Tibériade, mais eux aussi, c'est le prélude au sujet de la conférence. Et maintenant, on arrive donc à la conférence, donc l'Aliot du 19e siècle. Alors, je dis, en fait, l'Alia des Prochim, l'Alia des élèves du Gaon de Vilna, c'est 1807, c'est le début du 19e siècle, mais je veux aller de la deuxième moitié. Vraiment, on arrive vers le sionisme, qui va donc débuter avec Herzl, dont c'est le Yahrzeit demain, en 1897, avec le congrès sioniste. Mais il y a des aliotes très importantes qui ont été avant. Alors, la première, elle vient d'Algérie. Alors voilà, on reste dans le sujet, puisque la dernière conférence, on a parlé du débarquement à Alger. Là, on parle maintenant de l'Alia d'Algérie, qui, elle, arrive en Israël en 1830. Alors, vous voyez à gauche l'échelle historique. En 1830, les premiers Olim qui arrivent. Ils vont arriver en Tzfat, ils vont être très actifs à reconstruire Tzfat après le tremblement de terre qui va détruire la ville. Et on les verra à Djaouni, Djaouni qui sera plus tard Rosh Pina en 1878 et Neve Tzedek Yafo en 1887. Donc on voit que tout au long du 19e siècle, toutes ces dates-là sont avant l'histoire du sionisme et il y a déjà une alia avec un très grand impact sur ce qui va être après l'État d'Israël, le mouvement sioniste, etc. Alors commençons par cette alia qui vient d'Algérie. Et on va présenter quelques personnages. C'est ce que je veux faire. Je vais parler des différents pays, des différents aliotes de groupes qui ont lieu de différents pays. Et on va présenter des personnages de cette alia, un petit peu leurs faits dans la alia, et puis leur implication sur l'État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui et sur le mouvement sioniste. Alors cette alia qui vient d'Algérie, une famille très importante qui en fait partie, c'est Rabbi Aaron Shlouch, qui arrive d'Oran. Et on en reparlera, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que je viens d'apprendre de Midreshet Yehuda que l'année prochaine, le thème des conférences sera les familles. Alors moi, ce qui m'intéressait, je pense, c'est pas encore finalisé, c'est de parler des familles importantes qui ont un grand impact sur l'État d'Israël. Donc si on a l'occasion d'en reparler, on reparlera de la famille Shlouch tout à fait beaucoup plus en détail. C'est l'occasion on peut faire une conférence complète rien que sur la famille Shlouch. Mais là, je présentais Aaron Shlouch, qui donc lui arrive avec un groupe de olives qui viennent d'Oran. Quand ils arrivent, leur but, c'est de s'installer à Haïfa. Dans la baie de Haïfa, il y a une tempête. Il doit passer dans les chaloupes. Le bateau ne peut pas s'approcher du port. Une des chaloupes se renverse et deux des enfants Shlouch se noient avant d'être arrivés en Israël. Donc, il y a des prix très lourds qui sont payés. De là, la famille, qui est une famille de commerçants, voit qu'ils n'ont rien à faire à Haïfa, puisque Haïfa, c'est un petit port de pêcheurs à l'époque. Ils vont à Shrem, mais Shrem, ce n'est pas non plus idéal pour eux. Mais il y a le choléra, ils sont coincés 6 mois à Shrem. Et finalement, ils continueront à Yafo. Là-bas, c'est la grande ville qui se développe pour être la ville portuaire, la ville marchande d'Israël. Et on connaît l'importance de l'impact de Aaron Shlouch sur le développement de Neve Tzedek. Aaron Shlouch, c'est le premier à construire une maison en dehors des murailles de Yafo. Le palais qu'il construit à sa femme, qui refuse de le joindre parce que c'est entièrement isolé. Et finalement, ça va être le début de Neve Tzedek. Donc, le début de Neve Tzedek, ce très beau quartier côté de Tel Aviv aujourd'hui, on le doit à Aaron Shlouch, qui vient de cette alia d'Algérie. Et pour comprendre l'importance de Aaron Shlouch, en allant au travail à Yafo, puisqu'il quitte sa maison de Neve Tzedek chaque matin en calèche pour aller à Yafo, dans le Wadi qu'il traverse pour aller au boulot,
sa calèche se renverse, il est blessé, et le gouverneur de Yafo, qu'il a en grande estime, fait construire un pont pour qu'il n'ait plus besoin de descendre dans le Wadi et de risquer de se renverser. Jusqu'aujourd'hui, vous connaissez le Gesher Shlouch qui jouxte Neve Tzedek. Alors ça, c'est Aaron Shlouch de l'Alia d'Algérie. Là, vous voyez à droite donc la maison, le palais qu'il a construit pour sa femme dans ce qui va être Neve Tzedek, et à gauche, le Gesher Shlouch, le pont que le gouverneur a construit en son honneur. Une deuxième grande famille qui arrive d'Algérie, c'est la famille Abou. Rabbi Yaakov Chai Abou, qui arrive d'Algérie, d'après ce qui semblerait, c'est qu'il a un peu soutenu des révoltes algériennes et on lui a conseillé d'aller voir ailleurs et de quitter l'Algérie. En tout cas, il arrive à Tzfat, où il sera consul, il représentera la France au Moyen-Orient. Les consuls sont très importants à l'époque turque ottomane parce que les sujets des puissances européennes sont sous la protection des consuls. Donc, si un juif a un procès contre un musulman, s'il arrive au tribunal, c'est évident qu'il va perdre le procès. Par contre, s'il est ressortissant d'un pays, d'une puissance européenne, français, anglais, allemand, autrichien, il va être représenté par le consul et là, il sera jugé par le consul. Il a des chances de gagner le procès si son côté, son point de vue est recevable. Donc, les consuls sont très importants. Ils récupèrent des juifs, même qui arrivent d'autres pays, ils leur donnent la protection des consuls et la famille Abou, de père en fils, est consul à Tzfat. Tzfat, c'est donc tout le nord d'Eretz Israël. Et l'importance de la famille Abou, de Rabbi Shmuel Abou, c'est qu'il va être un grand acquéreur de terrain. C'est-à-dire, de nouveau, quand on va parler sionisme, on aura l'occasion de parler de la famille Hankin, Yoshua et Olga Hankin. Yoshua, c'était le personnage qui a acheté énormément de terrain pour ce qui va être l'État d'Israël, pour le mouvement sioniste, pour installer des kibbutzim, des moshavim et autres. Mais avant Yoshua Hankin, il y a déjà Shmuel Abou qui est venu d'Algérie et qui fait exactement la même chose. Comme ça, les terrains où sera construite la moshava Mishmar à Yarden, les terrains où sera construit Memarom, qui aujourd'hui s'appelle Yesuda Ma'ala, ont été acquis par Shmuel Abou. Et peut-être l'acquisition la plus importante, c'est l'acquisition d'une partie des terres d'un village qui s'appelle Jaouni pour créer une moshava qui va s'appeler Geoni. Et elle s'est créée en 1878, donc on est encore avant la première Aliyah, avant l'Aliyah de 1882, qui va construire les premiers villages agricoles, comme on le sait, de Rishon LeZion et de Zechon Yaakov, et on oublie les villages agricoles qui ont précédé. Il y a d'abord le village du Djermak qui avait été construit par les Aliyot des Prouchim qui étaient venus avant, les élèves, l'Aliyah des Chassidim. Rabbi Nissenbeck avait construit un village sur le mont Méron, un village agricole. Et après, il y aura deux villages en 1878, Geoni et Malabès, futur Petar Tikva, qui vont être habités par des gens du Yishuv Yashan, par des juifs qui vivaient de la charité à Jérusalem et à Tzfat et qui veulent sortir de cette vie d'aumône et commencer à faire de l'agriculture. Ces deux villages ont été créés en 1878, ils n'ont pas réussi. Une des grandes raisons, c'est qu'ils ont été confrontés à la Shemitah de 1882. Ils ont beaucoup de mal à tirer leur pain, leur substance de la terre. Et arrive l'année de Shemitah 1882. Bien sûr, c'est des gens du Yishuv Yashan qui décident de ne pas travailler l'année de la Shemitah. Et finalement, ces deux expériences vont rater. Et finalement, la première Aliyah, l'Aliyah de 1882, va reconstruire Jaouni sous le nom de Rosh Pina et Petar Tikva va aussi reconstruire à ce moment-là. Donc, c'est des choses qu'on doit à la famille Abou, d'avoir acheté les terrains pour 3 moshavot, Mishmar HaYarden, Yesuda Ma'ala, Geoni, et peut-être encore quelque chose d'autre qu'on se rappelle, c'est que c'est eux qui financent la restauration du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. C'est la raison pour laquelle chaque année depuis, ça fait déjà plus d'un siècle, que les festivités de Méron ne commencent pas à Méron avec l'allumage des feux à Méron, mais elles commencent à Tzfat, quand on sort le Sefer Torah du Beth Knesset, qui est en position de Sefer Torah, de la famille Abou, et il sort en procession
de la vieille ville de Tzfat et se rend à Méron, et c'est le début des fêtes de Méron. Alors ça aussi, c'est la famille Abou qui en est à l'origine. Donc on voit un impact très grand de cette alia d'Algérie sur Tel Aviv, Neve Tzedek, et après Ahuzat Bait, et la famille Abou dans le nord. Bien sûr, il y en a d'autres. Dans chacune des aliotes que je vais vous présenter, j'ai choisi quelques personnages clés. Ne me dites pas que tu as oublié un tel et un tel. Bien sûr, je suis obligé d'en oublier. C'est des fois volontaire. Je ne les ai pas mis parce que je n'ai pas de la place, je ne peux pas en parler. Des fois, c'est involontaire parce que moi aussi, j'ai oublié et je m'en excuse. Mais bien sûr, j'ai dû faire un choix dans les personnages que je présente. Donc là, on voit ce que j'ai dit, cette procession de la famille Abou. Il y a la maison Abou à Tzfat et le départ de la procession qui va à Méron. Donc ça, c'était l'impact de la première alia dont je vais parler, la alia qui vient d'Algérie en 1830. Alors, d'où va être la deuxième alia? Je vous laisse deviner. Je ne lis pas les chats, vous ne pouvez pas me répondre maintenant, mais la deuxième alia va venir pas très loin de l'Algérie, l'alia du Maroc. L'alia du Maroc, elle arrive en 1840. Donc, cette vague d'alia arrive 10 ans après la alia d'Algérie. Et de nouveau, je ne parle pas du fait qu'il y avait déjà des juifs algériens en Eretz Israël, il y avait déjà des juifs marocains, comme il y avait déjà des juifs russes et des juifs polonais et des juifs yéménites. Il y a toujours eu des juifs qui revenaient au pays. Je parle de ces aliotes de groupe. Alors, il y a une alia de groupe d'Algérie en 1830, une alia de groupe du Maroc en 1840. Et son impact va être que cette alia du Maroc va être autour d'un rabbin très important, Rabbi David Ben Shimon. Et Rabbi Ben Shimon, il va d'abord créer la communauté maghrébienne à Jérusalem. Parce que quand les Marocains, juifs du Maroc, arrivent à Jérusalem, il y a deux communautés reconnues par le pouvoir. La communauté séfarade, qui est venue après l'exil, après l'expulsion, d'Espagne, et la communauté ashkénaze, qui est venue avec l'alia des Prochim, des Chassidim, et encore avant aussi. Et vient Rabbi David Ben Shimon qui dit « Nous ne sommes pas orientaux. Nos minagim sont très différents des minagim d'Irak, de Perse et des pays orientaux. » Et donc, il crée la communauté des occidentaux, les Ma'aravim, les Mugrabim. Pour ça, il faut demander la permission au sultan, notre cher sultan à Constantinople, et il obtient la permission de créer une nouvelle communauté, la communauté des Ma'aravim. Rabbi David Ben Shimon écrira un livre très important, Sha'arei Chatzer, dans lequel il donne en 613 points l'importance du Beth Amikdash. Donc, c'est quelqu'un qui vient pour reconstruire Jérusalem, reconstruire le Beth Amikdash, mais surtout, il s'installe dans la vieille ville de Jérusalem, il construit une synagogue qui fonctionne encore aujourd'hui, toujours encore la Beth Knesset Souf Dvash Rehov Plugat HaKotel, mais surtout, il décide de sortir de la vieille ville, et de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne raconte jamais. Alors, on connaît l'histoire de Montefiore qui a construit Mishkenot Sha'ananim, mais Montefiore, c'est un mécène qui a ramassé de l'argent, d'ailleurs, ce n'est même pas son argent à lui, il a reçu de l'argent de Yehuda Toura, qui est un grand philanthrope américain, qui donne de l'argent à Montefiore. Avec cet argent, Montefiore construit Mishkenot Sha'ananim. Et après, le premier quartier construit par des habitants de Jérusalem qui veulent sortir de la vieille ville, qui veulent sortir de l'air nauséabond, qui veulent créer un quartier moderne, tout le monde le sait, c'est Nahalat Shiva, construit par les Prochim, par Rebbe Moshe Salomon et Rivlin et compagnie. Oui, sauf qu'il y a une petite erreur. Parce que quelques années avant, il y a Machane Israël. Et Machane Israël, ça a été construit par les Juifs du Maroc avec le Tzouf de Vache, Rabbi David Ben Shimon. Alors, le premier quartier construit par des habitants, pas par des généreux donateurs, c'était le quartier des Ma'arabim qui s'appelle Machane Israël. Aujourd'hui, malheureusement, il a été rasé. Ce qu'il en reste, c'est 2 ou 3 maisons et le musée du judaïsme maghrébin que vous voyez à gauche avec les jardins de l'Alhambra. À droite, vous voyez la page de garde de Sha'arei Tzedek, l'ouvrage magistral du Rabbi David Ben Shimon, Tzouf de Vache. De vache, c'est ses initiales. Tzouf de vache, c'est le sucre du miel. Et de vache, c'est David Ben Shimon, c'est les initiales du nom de l'auteur. Alors, j'ai parlé du Sha'arei Chatzer, qui est un livre entièrement consacré au Beth Amikdash. Et le Sha'arei Chatzer est une partie d'un ouvrage beaucoup plus monumental qui s'appelle le Sha'arei Tzedek, dont vous avez la page de garde à droite. Donc, une très grande importance de cette alia qui arrive.
Et de nouveau, dans les personnages importants de cette alia, on va retrouver Rabbi Chaim Amzaleg, qui lui arrive de Gibraltar. Vous le voyez à droite en costume de consul. Lui, il est consul de Grande-Bretagne, exactement comme les Aboud est consul de France et donc protéger les Juifs à Tzfat. Chaim Amzaleg fait le même boulot à Neve Tzedek. Il va être fondateur de Neve Tzedek aux côtés de Aaron Shlouch, dont on a parlé tout à l'heure, et on n'est pas parfait, il y a aussi un Ashkenaz, Israël Rocard, on parlera dans une autre occasion. Et Rabbi Chaim Zalek donc, est très présent pour construire sa maison et le quartier de Metzedek. Mais de nouveau, il a été très important pour protéger les Juifs, mais surtout, il va aider à acheter les terrains. Parce que quand je vous expliquais qu'il y a eu 2 moshavot qui ont été créés par des gens du Yishuv Yashan, par des Juifs de Jérusalem et de Tzfat, Géoni, Rosh Pina, près de Tzfat, et Malabes, Petar Tikva, par des gens venus de Jérusalem. Maintenant, ces gens, ces Ashkenaz qui sortent de Jérusalem, Yoel Moshe Solomon, Zerach Baranet, Imrer Baranet, la chanson que beaucoup connaissent sur les débuts de Petar Tikva, Boker Tlach, Beshnat Tarlach. Alors, on oublie une chose, c'est que quand ces gens veulent acheter les terrains de Petar Tikva, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît mieux la mentalité arabe, qui parle l'arabe à la perfection. Et c'est Chaim Amzaleg qui va être en fait le médiateur et qui va négocier l'achat des terrains pour ces juifs ashkénazes venus de Jérusalem. Alors de nouveau, de la même façon que la famille Abou a acheté des terrains pour les Moshavot en Haute Galilée, Chaim Amzaleg, lui pas Rabbi, Chaim Amzaleg, il va acheter les terrains pour Petar Tikva et plus tard Ein Akora ou Ein Akoré, où on va construire Rishon LeZion. Donc un très grand impact sur tout ce qui va être après, puisque les premiers Moshavot, on les doit à ces gens qui ont acheté les terrains. Le gros problème aussi, c'est qu'à l'époque, la loi turque ottomane ne permet pas de vendre des terrains à quelqu'un qui n'est pas sujet ottoman. Les Juifs ashkénazes venus de Russie, de Pologne, de Roumanie ne sont pas citoyens ottomans. Ils le deviendront plus tard, ceux qui voudront, les Ben Gurion, Ben Tzvi et autres. Mais Chaim Amzalag, arrivant du Maroc, lui avait réussi à obtenir et avait la citoyenneté ottomane. Et donc, c'est à son nom que va être inscrit l'achat des terrains. Donc, c'est très important qu'on ait des gens qui sont sujets ottomans, qui ont le droit d'acheter des terrains, peuvent les inscrire à leur nom et les donner après pour être utilisés par les agriculteurs et plus tard tous les autres colons sionistes qui arrivent s'installer sur la terre. Alors là, vous voyez à droite l'entrée de la maison Amzalek, qu'on peut toujours encore voir à Neve Tzedek. Et à gauche, de nouveau à Neve Tzedek, il y a le centre Suzanne Dalal, qui était l'ancienne école de Kol Israël Chaverim de l'Alliance. On voit là-bas une mosaïque qui raconte l'histoire de Neve Tzedek Yafo, Arkouzat Bait, le début de Tel Aviv. Et vous voyez les personnages principaux. Donc, vous voyez à gauche, en bas, quelqu'un qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est Aaron Shlouch. Au centre, en uniforme, vous voyez Chaim Amzaleg. Et puis, au-dessus, vous voyez Israël Rocard, dont je ne parle pas parce que lui, c'est une autre histoire. Il fait partie d'une autre alia. C'est déjà un descendant de la alia des Proshim, des Chassidim dont on a parlé tout à l'heure. Et de nouveau, j'ai dit, je fais un tort terrible à cette alia qui vient du Maroc parce que je passe sous silence beaucoup de gens, mais j'ai choisi de prendre une quand même parce qu'elle a eu son importance, Léa Aboujdid. Léa, la famille Aboujdid fait partie de cette alia qui arrive du Maroc. Elle arrive de Rabat en 1861 et elle s'installe à Jérusalem. Léa Aboujdid, une des très belles jeunes filles de Jérusalem, va être la muse de Itamar ben Avi, le fils de Eliezer ben Yehuda, qui lui écrira des poèmes dans le journal de son père. Et toute la communauté de Jérusalem de l'époque s'intéresse aux amours d'Itamar et de Léa sur les par page de journal interposé, puisque la famille Aboujdid, qui est une grande famille très riche qui vient du Maroc, ne va certainement pas donner sa fille à un Ashkenaz va-nu-pied qui ne possède rien. Et finalement, ils vont se marier, mais ça n'a pas été facile. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la famille Abou aussi s'est mariée avec des Ashkenazim. Et en fait, ces grandes familles dont je parle, il y a eu plusieurs mariages Sfarad-Ashkenaz. C'était le début du Mizoug Galouyot déjà à cette époque-là. On n'en parle jamais.
il n'a pas fallu attendre le 21e siècle. Déjà à l'époque, les Kehilot commencent à se marier entre elles. Et à droite, vous avez l'épitaphe sur la tombe, sur la matseva de Léa Abouchdid, Hayafa Babanot, Léa Ben Avi, puisqu'elle était mariée avec Itamar Ben Avi, le fils d'Eliezer Ben Yehuda, Ben Avi, Eliezer Ben Yehuda, le Bet Abouchdid, donc aussi une famille qui est venue dans cette alia du Maroc. La troisième communauté, je l'ai marqué avant de vous laisser deviner, c'est les Juifs qui arrivent d'Irak. Alors, eux arrivent en 1850. Vous vous rappelez, l'Algérie 1830, le Maroc 1840. Maintenant, on est en 1850. Une alia qui arrive d'Irak. Elle arrive d'Irak. Et là, ce n'est pas... pardon, c'est le Rav Sliman Menachem Mani qui arrive de Bagdad va s'installer à Hebron, va être le Rav de Hebron. Il va essayer aussi d'acheter un village à côté de Hebron pour créer un village juif à côté de Hebron. Ça ne va pas marcher. Mais vous voyez de nouveau, c'est Eliot qui arrive et on se rappelle l'histoire du sionisme. On a inventé la boîte bleu-blanc du KKL, Yoshua Henkin qui achète des terrains et on oublie qu'en fait, la famille Abou, la famille Amsaleg, la famille Shlouch et le Rav Mani et tout cela ont acheté des terrains pour permettre aux aliotes de groupe qui arrivaient avec eux, et bon, j'ai oublié le Rav Tzuf de Vache au passage bien sûr, qui ont acheté des terrains pour installer leur communauté en Eretz Israël. Le Rav Mani, juste pour montrer sa grandeur, on lui a proposé la charge de Rishon LeZion, d'être le grand rabbin séfarade d'Israël. Il l'a assumé par intérim à la mort du rabbin précédent, mais une fois qu'il a demandé qu'il y ait des élections et qu'on nomme un autre successeur, lui n'a pas voulu assumer la charge de Rishon LeZion. Une des autres figures qui arrive d'Irak, c'est Rabbi Yecheskel Ezra Halevi, et lui va être parmi les fondateurs de la Shkuat HaBukharim, le quartier des Bukharim à Jérusalem. On va en parler après. Il y a aussi des Juifs venus d'Irak qui va créer une yeshiva à Jérusalem et ils vont construire des nouveaux quartiers. Et le quartier des Bukharim sera, bien sûr, les Bukharim sont un peu plus orientaux que les Irakiens, mais ils vont se joindre ensemble et construire ensemble ce quartier des Bukharim. Shimesh Gamnesi Kabot Shel Vaad Adat Abablim. Bon. On a malheureusement, il a dû retourner à Bagdad, mais il a continué à encourager l'aliyah de groupe vers Eretz Israël. Les Juifs d'Irak ont construit un quartier dans les Nachlaot. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ceux qui ont fait la balade avec moi, il faudra qu'on la refasse. Nachlaot, le quartier de Nachlaot derrière le chouk de Machan Yehuda, s'appelle Lev Ha'ir, le centre de la ville, le cœur de la ville, pas pour rien, parce que Lev Ha'ir, Lev c'est l'Amud Bet, c'est 32, c'est constitué de 32 sous-quartiers. Et un des quartiers, Shkunat Shabbat Tzedek, est un quartier qui a été construit par les Juifs venus d'Irak en tôle. On voit encore des maisons couvertes de tôle ondulée. Au départ, c'est vraiment des baraques en tôle. Après, ils ont mis deux plaques de tôle avec de la pierre au milieu. Et après, ils ont mis des maisons en pierre. Et puis, quand il y avait des problèmes d'infiltration d'eau, ils sont revenus à la façon de couvrir la pierre avec de la tôle. Et on peut encore voir ces tôles qui couvrent des maisons dans certains quartiers de Nachlaot, dans Shabbat Tzedek. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces Juifs viennent d'Irak, ils ne sont pas tous venus très riches. Et où vont-ils s'installer? Alors, quand Montefiore a acheté le terrain où il va construire Mishkenot Sha'alanim, en fait, le terrain qu'il a acheté est un terrain beaucoup plus vaste que les 22 premiers logements qu'il a construits. Donc, il y a des Juifs pauvres, des Juifs ashkénazes et séfarades qui viennent squatter les terrains autour de Mishkenot Sha'alanim jusqu'au jour où on veut construire ce terrain et le fonds constitué par Montefiore veut construire le quartier de Yemin Moshe et donc il faut déloger les squatters qui sont venus avant et les squatters ashkenazes vont être logés dans un quartier qui s'appelle Bnei Moshe qui est à côté de Mea Shearim et les squatters irakiens des avenues juifs orientaux venus d'Irak
eux vont se reloger dans les Nachlaot, dans Shkunat Shabbat Tzedek. Là, vous voyez une vue aérienne du quartier de Shabbat Tzedek. Ça se trouve face au Shuk Canyon. Voilà, on voit la rue Agrippas. Là, on est sur le toit du Shuk Canyon et les maisons en face, c'est ce quartier de Shabbat Tzedek. Le quartier d'après, c'est qui? Pardon, je m'excuse, je ne sais plus. La prochaine alia, après les Juifs venus d'Algérie, les Juifs venus du Maroc, les Juifs venus d'Irak, on est maintenant aux Juifs venus de Boukhara, les Boukharim. Alors, eux, ils arrivent en 1868. Alors, c'est une alia très spéciale parce que ces Juifs de Boukhara sont riches. Ce sont des grands marchands. Boukhara, Samarcande sont sur les routes, l'ancienne route de la soie, mais même à l'époque moderne, ce sont des routes du commerce, donc ce sont des marchands très riches, et ils vont se construire de magnifiques propriétés à Jérusalem. Au début, pas toujours pour y habiter, c'est-à-dire ils viennent pour les Chagim, après ils retournent à Boukhara pour le travail, pour le négoce, mais plus tard, ils vont s'installer de façon fixe à Jérusalem et on leur doit le quartier des Boukharim à Jérusalem. Alors, de nouveau, parmi les figures qu'on trouve, on va avancer, le Rav Yaakov Meir, qui était Rishon LeZion aux côtés du Rav Kook. Donc, quand les Anglais vont créer leur administration en Eretz Israël et qu'ils vont nommer deux grands rabbins d'Israël, les premiers grands rabbins nommés par les Anglais, c'est Rav Kook Ashkenaz et le Rav Yaakov Meir, qui est le Rishon LeZion. Et lui va être Shaliach à Boukhara et va beaucoup faire pour encourager les Juifs de Boukhara à venir en Eretz Israël. Le Rav Shlomo Moussaïov, lui c'est un Rav qui arrive de Boukhara. Il y a une très belle synagogue à son nom, la synagogue Moussaïov, le Knesset Moussaïov au Boukharim. Moussaïov, juste en passant, c'est pour la petite histoire, c'est sympathique. On suppose, enfin, la légende dit que cette famille descend de la famille Maïmonide, pas du Rambam de Rabbi Moshe ben Maïmon, mais de Rabbi David ben Maïmon, le frère négociant de Rabbi Moshe de Rambam, et que ce frère était invité par l'émir de Boukhara à s'installer là-bas, et que la famille s'appelait donc la famille ou Cordoba ou Maïmonides, puisque c'est ça, les ancêtres viennent de Cordoue et qui sont de la famille Maïmonide, mais finalement, on va leur demander de changer leur nom parce que Maïmon en tadjikite, qui est une des langues parlées dans la région, ça veut dire le singe, donc c'est pas très honorable comme nom, et donc ils ont changé le nom en Moshe, puisque le représentant le plus connu de la famille Maïmonide, c'est quand même Moshe ben Maïmon. Donc, ils sont appelés Moshe. Et après, à l'invasion russe, les Russes ont voulu donner une consonance russe au nom. C'est pour ça que Moussa devient Moussaïov. C'est comme ça que la famille Moussaïov descendrait de la famille Maïmonide. Rabbi Shlomo Moussaïov. On va en parler tout à l'heure parce que lui, il vient de Boukhara, mais à l'origine, il est venu d'un autre endroit, dont on parlera bientôt. Parmi ces Juifs très riches qui construisent des palais dans les Boukharim, à gauche, vous voyez le palais des Davidov, Yehudaïov, pardon, il y a aussi Davidov, pas les cigares, il y a aussi un Yehudaïov, mais ça s'agit de Davidov, ça c'est Yehudaïov. Les Yehudaïov se construisent un palais magnifique, et bien sûr, pourquoi construire un palais aussi magnifique? Parce que bientôt le Mashiach va arriver et que quand il arrive à Jérusalem, qu'il ait quelque part où s'installer. Donc, pour l'instant, entre-temps, c'est la famille Yehudaïov qui y habite. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Bet Sefer, c'est une école un Bet Yaakov qui occupe les lieux. Mais à l'époque, c'était la famille Yehudaïov. Il faut comprendre que, bien sûr, à la Première Guerre mondiale, ça va devenir une caserne turque. Et après, ça va être une caserne britannique. C'est là que les Anglais vont faire le premier seder pour les soldats juifs de l'armée anglaise après la prise de Jérusalem. Et là-bas aussi sera la réception officielle pour le général Allenby, et Herbert Samuel, quand il arrive à Jérusalem, sera reçu là-bas. C'est vraiment la plus belle maison de Jérusalem, construite au Boukharim. À l'époque, quand ils construisent le quartier, ils n'appellent pas quartier des Boukharim, ils l'appellent Rechovot. Rechovot Anar, d'après le verset dans la Torah
où Yitzhak creuse un puits et il n'est pas contesté par les Plishtim et il l'appelle Rehovot. Donc ça, c'était l'Aliyah de Boukhara. On a déjà parlé de l'Algérie, de Maroc, de l'Irak, de Boukhara. Où va-t-on maintenant? Maintenant, on va au Yémen. Alors là, j'ai déjà fait deux conférences sur le sujet l'année dernière, mais on va brièvement rappeler juste les points importants. Donc cette Aliyah du Yémen arrive en 1882, 1880-82. En hébreu, Taf Resh Mem Bet, changer l'ordre de lettres, Betamar, parce qu'il y a d'un côté les pogroms au Yémen, de l'autre côté les rabbins qui disent, d'après Shirachirim et Aïle Betamar, je montrais Betamar en l'année Bet Taf Mem Resh, donc en 1882. Donc il y a une aliyah du Yémen, dirigée par le Rav Shalom Alcher, qui lui a écrit qu'il a entendu que Rothschild achète des terrains en Eretz Israël et qu'il offre le terrain aux Juifs qui reviennent, donc c'est le moment de rentrer en Eretz Israël. C'est apparemment pas encore Rothschild, parce que Rothschild commence son œuvre un peu plus tard. Ce qu'il a dû entendre, c'est Laurence Oliphant et Montefiore. À ses côtés arrive Marie Abraham El Nadaf, qui va fonder le village des Yéménites au Kfar HaShiloach. Ceux qui veulent les détails, je vous rappelle, chercher sur le YouTube la conférence sur l'Aliyah du Yémen. Il a été très actif dans la lutte contre la mission parce que quand ces juifs des pays orientaux arrivent en Érythrée, ils sont très pauvres. Les missionnaires chrétiens se jettent dessus comme proie potentielle pour leur donner un soutien financier en échange d'une reconnaissance du christianisme, et donc il fallait lutter contre la mission. Ça vaut la peine à l'occasion de faire une conférence sur ces efforts de la mission au XIXe siècle. Ils ont vraiment tout fait pour attraper les Juifs qui rentraient en Eretz Israël et les convertir. Et beaucoup de rabbins ont dû se jeter dans la bataille pour contrer l'influence de ces missionnaires. Le Rav Abraham El Nadaf fait partie d'un nouveau mouvement, Tzionet Tzion, Zichron Yaakov, donc il fait partie déjà dans le mouvement sioniste, donc ils se sont intégrés dans le mouvement sioniste. Je rappelle qu'ils ont créé de nouveau, si j'ai parlé tout à l'heure, de ce qui était construit par les différentes aliotes venues. Alors là, ce qu'on doit aux Yéménites, c'est le quartier de Kfar HaShiloach, aujourd'hui qu'on appelle Siwan, qui est le Kfar HaShiloach, le village des Yéménites, face à Ir David. Et plus tard, ils vont construire encore deux quartiers à Jérusalem. Un, Nachalat Israël Rama, à côté du tombeau de Shmuel Hanavi, et le quartier Baté Goral, qui va être construit pour eux par des philanthropes dans les Nachlaot. Quand ils arrivent, j'ai oublié, encore un quartier qu'ils ont construit à côté de Meacharim, Nachalat Tzvi. Mais ce que je voudrais raconter, je ne vais pas développer, on a parlé, c'est qu'ils viennent pour être ouvriers agricoles dans les Moshavot. Il y aura beaucoup de problèmes, il y aura des clashs entre la culture de ces juifs yéménites qui arrivent très pratiquants face aux kibbutzim et aux moshavim qui sont de moins en moins pratiquants religieux, mais ils sont venus, eux, pour faire de l'agriculture, donc ils étaient très présents pour construire sur le terrain. C'est l'occasion de rappeler aussi une très belle blague d'un de ces yéménites de Kinneret, vous voyez ici, yéménite à Kinneret, qui va rendre visite à un cousin à lui à Rehovot, et puis il fait le chemin à pied, bien sûr, il n'a pas d'argent pour se payer la calèche, et il s'arrête dans une orangerie près d'Yafo, et il cueille une orange, il s'assoit à l'ombre de l'oranger, il commence à manger après la bracha, il mange son orange, et alors le propriétaire de l'orangerie arrive, mais tu ne connais pas la halakha, tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit de voler, voleur, la Torah interdit de prendre le bien de ton voisin sans la permission. Et alors, ce Yéménite lève les yeux au ciel et dit, mais quel pays formidable, mon Dieu, quel pays tu nous as donné. On a un pays tellement beau, avec des oranges tellement juteuses, des arbres qui font une ombre tellement agréable, et quand on s'assoit pour se reposer à l'ombre en mangeant une orange, on entend des divrei Torah. Alors, les Juifs yéménites qui arrivent donc en 1882, quelle va être la première Alors, juste encore une photo pour une diaporama pour montrer où ils sont après aujourd'hui dans le rabbinat, dans la chanson,
dans l'armée. Bien sûr, on ne peut pas imaginer aujourd'hui Israël sans l'apport de cette communauté venue du Yémen. Je n'ai pas marqué la même chose avec les Juifs d'Algérie ou avec les Juifs du Maroc. J'aurais pu faire la même chose, montrer les figures importantes aujourd'hui. Il y en a aussi beaucoup. La raison pour laquelle j'ai choisi pour les Yéménites de montrer les figures aujourd'hui, parce qu'au début, ils ont vraiment été très mal reçus. Ils étaient très pauvres, et ils étaient très pauvres, très bronzés. Est-ce qu'ils sont vraiment juifs? Ils ont été très mal accueillis. Et donc, je voulais montrer que ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ils sont très intégrés. Quand les familles Shlouch, Abou ou Amzaleg arrivent à Jérusalem, bien sûr, ou à Tzfat ou à Yafo, ils n'ont pas besoin d'être acceptés. C'est des familles très riches qui donnent le ton tout de suite au départ. Les Yéménites ont eu beaucoup de mal à s'intégrer, mais la réussite est venue plus tard et elle était une belle réussite. Bon. Pourquoi ça ne veut plus avancer? OK, la prochaine alia arrive d'Afghanistan. Alors, on est maintenant toujours en 1882, donc on est en parallèle avec la alia Elé Betamar qui arrive du Yémen. Ces Juifs d'Afghanistan, parmi eux, on trouve beaucoup de Juifs qui à l'origine ne sont pas d'Afghanistan, mais qui viennent de Perse, de la ville de Mashhad. À Mashhad, ils ont été convertis de force et ils passent en Afghanistan pour essayer de revenir au judaïsme. Alors là, on a le Rav Matityahu Garji qui dirige la communauté de Harat en Afghanistan, qui arrive en Eretz Israël, mais lui, à l'origine, c'est une famille donc de Mashhad en Perse. Pardon, je m'excuse. Il faut dire donc deux mots sur Mashhad. J'en ai parlé d'ailleurs dans des balades qu'on a fait ensemble. Je vous invite à revenir après les Chagim. On commencera les balades. À Mashhad, qui est une ville sainte en Perse, les chiites accusent les Juifs. Il y a une accusation de meurtre rituel. De là, ils sont forcés à se convertir à l'islam. Ils se convertissent de façon officielle. C'est exactement la même histoire que les Maranes se convertissent au christianisme en Espagne et continuent à judaïser en secret. On a ces crypto-juifs aussi à Mashhad qui continuent à être juifs en secret, tout en étant musulmans à l'extérieur. Mais une partie, j'ai dit, vont foutre le camp, vont partir en Afghanistan pour essayer de revenir au judaïsme. Maintenant, comme ils sont musulmans et que beaucoup sont commerçants de familles aisées, les musulmans s'attendent à ce qu'ils aillent au Hajj, qu'ils fassent le pèlerinage de la Mecque. Et c'est pour ça que parmi eux, beaucoup portent le nom de Hajj. Et quand ils vont à la Mecque venant de Mashhad, mais bien sûr, ils en profitent pour passer aussi voir la mosquée très sainte El-Aqsa à Jérusalem. Ils vont à Hebron. Et donc, ils profitent pour venir en Eretz Israël. Et ils vont après venir s'installer aussi au Bukharim. C'est pour ça que vous avez aussi au Bukharim, j'ai mis deux synagogues. À droite, vous avez le Bet Knesset Hajj Yecheskel et à gauche, Hajj Adonia HaKohen. Alors, c'est quoi un Bet Knesset qui porte le nom de Hajj? Hajj, c'est la distinction des musulmans pour quelqu'un qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Il s'agit donc de ces juifs de Mashhad qui ont été forcés de faire le pèlerinage à la Mecque et eux en ont profité pour aller à la Mecque, mais pour ne pas revenir en arrière à Mashhad, mais de rester en Eretz Israël, se sont installés avec les Juifs de Boukhra et d'Irak dans le quartier donc, des Bukharim, et ont construit de très belles synagogues. La prochaine communauté nous arrive de Perse. Eux, ils arrivent un peu plus tard, en 1890. Je n'ai pas parlé des raisons. Les raisons de toutes ces aliotes, c'est bien sûr, comme toujours, des raisons messianiques et des raisons de problèmes locaux qu'il y a, mais surtout, c'est l'avancée des routes. Les communications se font de plus en plus faciles, les routes sont meilleures, l'empire turc qui recouvre tout, c'est plus facile de se promener dans le même empire. Les bateaux à vapeur, ça va maintenant permettre de meilleurs voyages parce que les Juifs de Perse, ils arrivent par bateau, par le Châtel Ara, par le canal de Suez qui va être ouvert bientôt, et par Port Saïd et après le long de la Méditerranée. Donc aussi l'amélioration des réseaux routiers, ferroviaires, navals vont permettre toutes ces aliotes. Donc ces Juifs qui arrivent de Perse,
Si on avait chez les Juifs de Mashhad des Hajj, chez les Juifs perses, on a des moulins. Donc, on a un rabbin qui s'appelle Moulin Aaron Cohen. Et lui va encourager les Juifs de Perse à venir. Il va il va partir dans les communautés à l'étranger pour ramasser de l'argent pour les Juifs de Perse. On va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il l'a fait sans demander la permission du Vaad de la communauté de Jérusalem qui partage pour toute la Hadas faradite et lui a voulu pour les Juifs de Perse. Donc, on va essayer de lui bloquer ses lettres de créance et de demander aux Juifs d'étrangers de la Galoute de ne pas donner d'argent pour les Juifs de Perse. Toute une histoire qui mérite d'être développée. On n'a pas le temps maintenant. Lui, à l'origine, leur idée avait été, Moulin Aaron Cohen voulait s'installer à Tzfat, mais en allant par la route, par le Shomron, la neige les a bloqués à Shrem, ils n'ont plus pu continuer leur route parce que j'ai dit qu'il y a une amélioration du réseau routier, ferroviaire, etc. Mais c'est pas encore tellement. Il y a une amélioration, ça ne veut pas dire que les communications sont faciles. Et la neige l'arrête à Shrem, et alors il revient à Jérusalem, il s'installe à Jérusalem. Et de nouveau, une petite histoire sympathique, c'est que. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre, excusez-moi. Si je lis ce qui est la dernière ligne, qu'il y a de la région du Shiraz en Perse, il y a 950 olim qui arrivent en 1907 et qu'au début du XXe siècle, on a déjà plus de 7000 olim qui sont venus de Perse, donc une alia importante, 7000 personnes. À l'époque, c'est beaucoup de personnes. Et de nouveau, c'est passé sous le radar. Dans l'histoire du sionisme, on a oublié l'alia de Perse. Là, c'est une de leurs synagogues au Nachlaot. La prochaine alia dont je veux parler, l'alia qui arrive du Kurdistan. Alors, le Kurdistan, c'est déjà, on se rapproche un peu plus de l'État d'Israël. On parle déjà d'une alia qui date de 1914, parce que, de nouveau, à cause de la Première Guerre mondiale, les Turcs, il ne fait pas très bon être au Kurdistan. Les Turcs sont de grands massacreurs d'Arméniens, de Kurdes et d'autres, et donc beaucoup vont quitter le Kurdistan, venir vers Israël. Là, on a un des rabbinim de cette communauté kurde, le Chacham Alwan Shimon Avidani. Et pourquoi je l'ai marqué? Parce que regardez ce qui est en bas, c'est qu'en 1934, il rencontre Shazar et Ben Zvi, donc les leaders du mouvement sioniste. Et quand il rencontre Ben Zvi, le Rav Alwan Shimon Avidan dit à Ben Zvi, prends un crayon et note ce que je vais te dire. En 1953, tu seras élu comme président d'État d'Israël. En 1953, Ben Zvi est élu président de l'État d'Israël et il invite le Rav qui lui avait prédit déjà son élection 20 ans, 19 ans auparavant. Donc, nouveau, ces Juifs du Kurdistan ont construit un quartier dans les Nachlaot, Nachalat Yosef. Il n'est pas sur la carte que j'ai ici. Donc, vous voyez que dans les Nachlaot, il y a beaucoup. Il y a Nachalat Achim, il y a Nachalat Sadok, il y a Nachalat Yaakov, il y a Nachalat Yosef qui est des Juifs du Kurdistan. Donc, ils ont aussi construit un quartier à Jérusalem. La prochaine communauté, on arrive presque à la fin de la conférence. Oui, l'horloge aussi avance. Et on est maintenant avec l'Alia de Grèce qui, de nouveau, arrive en 1914. Une Alia très importante. Si vous allez au Nachlaot, il reste un Bet Knesset au Nachlaot qui s'appelle Bet Avraham Voel Sarah, qui est le Bet Knesset de la communauté de Yanina. Yanina en Grèce, c'est une communauté romaniote. Les romaniotes, c'est un ossar à part. Ils ne sont pas ashkenaz, ils ne sont pas séfarades, ils sont romaniotes. De la même façon que les Italiens ont le minag Bnei Roma, qui ressemble beaucoup aux Romagnotes. Ce sont des communautés qui existaient à l'époque de l'Empire byzantin, encore avant qu'on parle d'Ashkenaz et de Sepharad. D'ailleurs, le rite de Bnei Roma et le rite des Romagnotes se ressemblent beaucoup. Donc, si vous voulez, la dernière synagogue romagnote qui reste à Jérusalem, elle est au Nachlaot, Rehov Gilboa. Et il y aura des gens, de nouveau des personnages très importants dans cette alia de Grèce, par exemple, monsieur qui s'appelle Shlomo Florentine. Ceux qui étaient avec moi à Tel Aviv, on a fait une balade au quartier de Florentine. Le quartier Florentine de Tel Aviv a été construit par Shlomo Florentine, qui vient de Grèce pour les Olim. C'était un quartier qui a été construit pour être des maisons à bas prix
pour des Olim qui venaient s'installer sans avoir de gros moyens. Il a d'ailleurs essayé de construire un village agricole dans la côté de Jérusalem, à Kiryat Shaoul d'aujourd'hui, mais là, son intention n'a pas réussi, le village n'a pas décollé. Aujourd'hui, Kiryat Shaoul, c'est un quartier de Jérusalem, mais on a le quartier de Florentine à Tel Aviv. Le personnage suivant, David Ben-Benishti, qui vient de Salonique, en Grèce, était un prof d'ivrit. Il n'y a pas que Ben Yehuda, il y avait d'autres personnes qui ont œuvré pour l'hébreu. Alors, lui était un de ces membres de la Agudat d'Orché Ivrit, et il a créé quelque chose dont je ne peux pas ne passer sous le silence, Agudat Meshotetue Eretz Israélite, l'association de ceux qui se baladent en Eretz Israël. Donc, un premier groupe de marcheurs. Il est aussi à l'origine des Harsanut Noir, des auberges de la jeunesse en Eretz Israël, donc quelqu'un qui a été très influent dans le tourisme, les promenades en Eretz Israël. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la Grèce sans parler du port de Salonique, qui était entièrement aux mains des Juifs. Vous vous rappelez que le port de Salonique fermait le Shabbat et que le vendredi, les bateaux forçaient la voile ou la vapeur pour rentrer dans le port avant Shabbat. Autrement, ils étaient coincés jusqu'à dimanche. Et ces Juifs de Salonique, qui ont malheureusement été pour la plupart exterminés dans la Shoah, ceux qui sont venus en Eretz Israël ou dans cette Aliyah qui est venue depuis 1914, ou les survivants de la Shoah, ont été très actifs dans la création du port de Tel Aviv, puis du port de Haïfa et puis du port d'Ashdod. Au début, il y avait le port de Yafo. À Yafo, les Arabes n'ont pas tellement laissé les Juifs de Salonique s'intégrer dans le port de Yafo. Ils ont compris qu'ils travaillaient mieux qu'eux. C'était un danger de les laisser prendre leur place. Mais dans les nouveaux ports, bien sûr, cette création de nouveaux ports du pays d'Israël, on la doit à ces Juifs qui géraient le port de Salonique. Donc, de nouveau, une grande importance de ces Juifs de Salonique dans l'État d'Israël, dans l'activité portuaire. Il nous reste encore un pays. Quelqu'un veut deviner lequel? De quel alliage je n'ai pas encore parlé? La France. Je parle des grands groupes qui sont venus donc depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à l'État d'Israël, mais qui ne sont pas dans les fameuses 4 aliotes du sionisme, qui sont les aliotes des Moshavot du baron de Rothschild, ou les aliotes des kibbutzim de la Liachnia. Malheureusement, ces aliotes-là, on les a un petit peu oubliés. Alors, la dernière dont je veux parler, alors non, Johan, ce n'est pas la France, je vais parler de l'Égypte. Mais c'est vrai que les Juifs d'Égypte parlent pratiquement tous français à l'époque, puisque une grande partie d'entre eux, toute l'élite, c'est une alia de gens très éduqués, et beaucoup d'entre eux ont fait leurs études dans les écoles de l'Alliance et parlent un français impeccable et sont entièrement imprégnés de culture française. Mais ce ne sont quand même pas les Juifs de France, il s'agit des Juifs d'Égypte. Alors on peut parmi eux parler de Félix de Ménaché, qui était un très grand philanthrope, un très grand donateur, mais qui a donné de l'argent pour s'installer en Israël, mais n'était pas tout à fait d'accord avec le mouvement sioniste. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mazal Matilda Moutsari, qui elle était une grande activiste sioniste, qui est d'ailleurs dont le fils, quelque chose qui est moins connu aussi. Si je vous demande des noms connus du Palmach, alors vous allez me sortir des Moshe Dayan, des Yigal Alon, Israq Sadeh. Mais on oublie par exemple Maccabi Moutsari Mani, parce qu'il est descendant et de Moutsari d'Égypte et du Rav Mani de Hebron. Et lui, c'était un des gros bonnets du Palmach, de la Ghana et du Palmach. Il est tombé en 48. Mais c'est un nom qui, malheureusement, en général, n'est pas connu. Donc, il y a des aliotes qui ont été oubliés, avec des personnages très importants dans l'histoire sioniste qui, eux aussi, malheureusement, ont été oubliés. Je voulais leur faire un petit peu justice en rappelant cette histoire. Je rappelle que c'est venu d'une exposition que j'ai vue au Mont Herzl. Donc, le Mont Herzl essaie de corriger un petit peu et de raconter cette histoire. Il y a une chanson que vous connaissez tous. Je ne sais pas si on peut mettre une chanson pendant les 3 semaines. Je vais mettre juste quelques mesures pour vous rappeler de quoi il s'agit.
Donc, cette chanson, Me'al Pisgat Haratzofim, je pense que vous la connaissez toutes. Me'al Pisgat Haratzofim, Shalom Lach Yerushalayim, on demande la paix de Jérusalem. Mais tout le monde connaît la première strophe qui est chantée par Yoram Gaon magnifiquement, mais on ne connaît pas il y a des strophes qui suivent. Et dans la deuxième strophe, regardez ce qui est marqué. Velev Boter Bati Alov, je suis venu avec un cœur confiant. Hakim et Aristotaïr, pour reconstruire tes ruines. Comment pourrais-je reconstruire ton temple? Im en shalom ben banaïr, s'il n'y a pas la paix parmi tes enfants. Sefaradim, Ashkenazim, Temanim, Falashim, Urfalim, Gurjim, Charedim, Chofshim, Yerushalayim, Yerushalayim, Lozot, Chaziti Bachalom, Yerushalayim, Yerushalayim, Ben Banaïr, Hashkin Shalom, amène la paix entre tes enfants. Parce qu'effectivement, on a parlé de beaucoup d'aliotes. Ça a l'air très sympathique quand on raconte l'histoire. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Chaque alia a du mal à accepter celle qui arrive après elle. Et la chanson demande qu'on arrive à ce shalom entre les différentes keilotes. Et si on lit dans Tmol Shilshom de Agnon, on peut y lire de nouveau. Il raconte, c'était traduit en français cette partie, l'histoire du chien Balak qui se balade à Jérusalem. Mais si on regarde, alors le chien se promène et il se rend compte que la ville est vide. Lo nire, lo rochel, velo socher, lo konev, lo mocher, lo nosek achim, mocher hartzanim, lo bashte tafshlim, vo osem adanim, lo mosge mashkot, velo se niflaot, lo gabe tzedaka, osdam gaim, lo chashe lechishot, vo chapse vrataim, lo mnashkin zot, umachzer ptachim, lo shdarim, lo shufem. Il n'y a personne dans la rue, pas de vendeur, pas de rabbin, pas de cuisinier, pas de vendeur de boissons. Mais la suite du texte, Lo Ashkenazim, velo Afganim, velo Bavlim, velo Bukharim, velo Gruzinim, velo Dagestanim, velo Hararim, velo Halabim, velo Sfaradim, velo Parsim, velo Kermaim, velo Temanim. Jérusalem, c'est tout ça. C'est des Ashkenazes, et des Afghans, et des Bavlim, et des Bukharim, et des Gruzinim, et des Dagestanim. C'est cette grande variété qui fait la richesse d'Israël aujourd'hui. Et si on a pu raconter un petit peu l'histoire de ces liotes oubliés, alors c'est important. Et peut-être une alia oubliée pour l'instant, elle n'est pas oubliée, mais elle est encore sous le radar. Alors bien sûr, il y a les grandes aliotes qui sont venues après la création de la proclamation de l'État d'Israël de tous les pays du monde. Bien sûr, les grandes vagues, avec la dernière qui est venue les dernières qui sont venues de Russie et d'Éthiopie, mais une nouvelle vague qui est un petit peu, pour l'instant, sous le radar, mais vous commencez à voir un peu des communautés de juifs aux yeux bridés, les juifs de Birmanie. Alors, c'est la suite de ces aliotes. J'espère que maintenant, elles ne seront plus oubliées et qu'elles seront racontées et feront partie de l'histoire officielle du retour du peuple juif sur sa terre. Voilà, j'ai fini cette diaporama. On va permettre de les micros. Ariel, magnifique. Est-ce que je n'ai pas écouté tout l'exposé, mais est-ce que dans ton exposé, tu as dit pourquoi, la raison pour laquelle, à ton avis, elles ont été oubliées? Est-ce qu'il y a une raison pour toutes ou que chaque alia a sa raison pour laquelle on n'en parle pas? La raison est que, je dis toujours quand je guide que l'histoire est écrite par quelqu'un. Les anglophones appellent l'histoire history, qui peut se décomposer en deux mots, his story. C'est l'histoire de celui qui la raconte. Et ceux qui ont raconté l'histoire du sionisme avaient l'intention de raconter l'histoire d'un certain sionisme, qui était le sionisme des gens éclairés, du juif nouveau. Et c'est Eliot qui était plus traditionnaliste, bien que certaines étaient vraiment très modernes. L'Alia d'Égypte ou l'Alia des Juifs qui sont venus d'Irak, non, d'Irak un peu moins, mais des Juifs venus d'Égypte ou de Grèce, qui ont été déjà très imbriqués dans l'histoire moderne. Mais de dire que les Juifs sont qu'il y a eu certaines formes de racisme en Israël, on ne va pas dire du mal maintenant pendant les 3 semaines du peuple juif, mais c'est compliqué, je dis, c'est compliqué comme disait la chanson, on demande à Jérusalem d'amener la paix entre les enfants qui rentrent à la maison. Je dis, s'il y a une chose à dire, c'est qu'on est très très loin de ce qui s'est passé à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, où on était vraiment en guerre civile entre les royaumes du Nord et le royaume du Sud. Alors, oh Hachem, on a fait des progrès. Je ne dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes aujourd'hui, mais disons, si on regarde un petit peu en arrière, on peut être content, on peut regarder un verre plus plein que vide. Je rappelle que le dernier acte du royaume d'Israël avant de descendre, de disparaître,
C'était une guerre fratricide dans laquelle 200 000 Juifs ont perdu la vie. Alors, si aujourd'hui il y a des problèmes entre les différentes communautés en Israël, on est, Baruch Hashem, pas à cette époque de guerre civile fratricide et catastrophique qui nous sont racontées dans le Tanakh. Non, On peut encore faire mieux. des questions, cher ami. Oui, excusez-moi, en tout, de toutes ces aliotes, combien de personnes est-ce que ça représente? Je n'ai pas fait le total. Est-ce que c'est des aliotes qui sont plus importantes que les aliotes d'Europe de l'Est ou pas? Elles ne sont pas plus importantes. Je pense que d'Europe de l'Est sont venus énormément de Juifs. Mais je ne sais pas si l'Europe de l'Est est majoritaire dans les nombres. Il y a une chose aussi qui n'est pas racontée dans l'histoire du sionisme. On le raconte, mais on ne le met pas en exergue. C'est que dans l'Alia des Bilouim, dans la première Alia, la deuxième Alia, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait marche arrière et qui sont repartis. On a moins vu ça dans ces aliotes venus des pays orientaux. Il y a eu parmi les Juifs d'Égypte, parmi les Juifs d'Afghanistan, il y a eu des retours. Mais par exemple, l'alia du Yémen, tout le monde est resté. Donc, c'est important en nombre et c'est aussi important dans l'attachement à la terre d'Israël parce qu'en but à beaucoup de problèmes, ils se sont accrochés, ils sont restés. Alors que dans les Bilouim dont tout le monde parle, l'importance du mouvement Bilou, la grosse majorité des Bilou sont retournés en Europe. Ah. D'accord, merci. Juste, si je peux vous demander une chose, vous appelez comment? Parce que je veux juste iPhone de l'utilisatrice. Oh, Corinne. D'accord. OK. Je peux peut-être ajouter un mot, si possible. Oui, Yitzhak. Comme ça, en 1800, il y a eu un recensement de l'Empire ottoman qui prétendait qu'il y avait 7000 Juifs sur la terre d'Israël. Et à l'aube de ce qu'on appelle la première Aliyah, hein, c'est l'historiographie, hein, c'est une date qui peut être discutée, hein, en 1881-82, de 27 000. Donc, il y a déjà 20 000, c'est pas le ribouille TV, c'est pas l'augmentation naturelle. Donc, ça donne déjà une idée des Juifs qui sont venus avant et qu'on a un peu oublié parmi ceux que tu as parlé. Et n'oublions pas que la première Aliyah, en fait, on parle de 30 000 personnes, on ne parle pas de centaines de milliers, hein. On parle de 30 000 personnes, quand dans ces 30 000, il y avait aussi un pourcentage de Juifs d'Afrique du Nord ou Afrique du Nord, je ne sais pas, en tout cas les Yéménites. Oui. Oui. Donc, ça donne une idée du nombre de Juifs que pouvaient représenter ces aliotes. Merci, Yitzhak. Oui. OK. D'autres micros sont ouverts. Vous voulez intervenir? Ben non. Ben merci beaucoup, Ariel. À la prochaine.